Bonjour, chère Leila. Merci beaucoup de l'acceptation de notre invitation. Je sais que tu es un des très bons connaisseurs à la fois de Venezuela et de l'Iran, qui sont des points de crise actuels, bien qu'il y a tellement de points de crise qu'on ne sait pas vraiment quoi choisir, hein. Chaque jour, le président des États-Unis menace un pays différent. Je ne sais pas. Ça s'est passé. Si ça s'est passé aux années 30, quand les chanceliers allemands euh, entraient dans différents pays d'Europe, l'une après l'autre. Mais même dans ces cas-là, ils ne le faisaient pas les mêmes jours. Aujourd'hui, il faudra voir à l'ordinateur quels sont les pays du jour ou les pays du jour. Qu'est-ce que tu penses? Nous sommes dans un phénomène similaire à, à ce que l'humanité a affronté pendant les années 30. Moi, je trouve que c'est encore pire aujourd'hui parce que euh, avant, il y avait quand même des notions du droit international, ça veut dire il y avait le capitalisme prédateur, mais pas à un point où il annonce d'emblée ce qu'il veut faire. Ça veut dire là, il y a un irrespect total du droit international. À un point, aujourd'hui, j'étais étonnée d'écouter que le président allemand, il dit ce qui a été fait au Venezuela, c'est une menace aussi contre l'Europe et contre le monde entier, parce que c'est une dérive très grave sur le plan du droit international, du droit des populations d'exister, parce que il a dit que des pays moyens comme l'Allemagne, ils ont peur. Que dit-on des petits pays qui vont écouter Trump dire que toutes les richesses du monde sont à moi, je peux me servir comme je voudrais. Ça veut dire euh, jamais le capitalisme n'a été avec ce ton prédateur barbare ouvert. Ça veut dire ils essayaient un peu de couvrir leur Mais exploitation, c'était exactement ça. Excuse-moi, c'était exactement ça qu'a fait Adolf Hitler. Oui, ça veut dire on est de plus en plus, on va vers le fascisme, tu vois. Donc, il y a eu une déclaration d'un ancien président de la Banque mondiale qui s'appelle Paulo Naguira Batista Junior, qui aujourd'hui prend une position critique, même vis-à-vis de la Banque mondiale. Il dit que l'impérialisme financier américain est en train de chavirer, puisque, euh, puisque la force des États-Unis ne réside pas seulement dans sa force militaire, mais par son empire financier, par le SWIFT. Aujourd'hui, chacun qui veut vendre ou acheter un petit truc, il faut qu'il passe par le dollar. Et Mais oui, il est-ce que dit c'est que vraiment un empire américain ou c'est un empire sioniste? Parce que nous avons vu qu'Israël, et derrière Israël, les grands intérêts financiers juifs ont la possibilité de dicter la politique des États-Unis. Et même l'opération à Venezuela, tu sais, Trump était avec Netanyahou. oui, mais c'est pas, pour moi, ça veut dire nous, on va juger le pays le plus fort du monde qui commet lui-même les actions. Tu crois qu'à Gaza, c'était Israël qui a dirigé? C'est les États-Unis d'Amérique, à mon avis, qui ont dirigé le grand génocide, la tuerie, la barbarie à Gaza, c'était sur décision américaine. Donc, ils sont très liés. Ça veut dire le lien entre Israël et les États-Unis, c'est un lien organique.
tu peux pas les disloquer. Dissocié. Oui. Donc, donc j'ai lu aujourd'hui des textes qui parlent qu'il y a eu des connexions entre la Chine et le Brésil. Donc, c'est lui-même qui annonce ça, ce Paulo. Il dit que Lula a, moi, que Lula, il était en contact avec la Chine et que depuis ce qu'il a fait euh, Trump au Venezuela, maintenant, ils essayent d'éviter le passage par la bourse de New York, par le dollar. Il a dit, si ça veut dire si déjà ça, c'était une décision qui a été prise par le BRICS et qui n'a pas été mise en fonction. Si maintenant les pays de BRICS vont commencer à mettre ça en, euh, ils En vont appliquer ça application. en application, donc ça va être un changement terrible pour le monde entier. Donc, espérons qu'ils vont le faire. Bon, revenons à notre sujet de Venezuela. Trump, il dit qu'il veut diriger le Venezuela et que tout va aller bien. Et comme tu sais, les Américains, ils ont déjà dirigé le Venezuela pendant 80 ans, tu vois. Et le pétrole qui a été découvert en 1922, il coulait à flot. Dès que le premier puits qui s'appelle Flora, à ce que je me rappelle, a commencé a donné 100 000 barils par jour, tellement c'était une explosion du pétrole. 76 compagnies américaines se sont présentées pour demander qu'ils soient investisseurs donc, dans ce domaine. Et pendant très longtemps, euh, Standard Oil, Mobile, Shell, Exxon, Chevron, tous ces. Shell, elle gagnait la moitié des gains de Shell pendant des 2 décennies. La moitié de ces gains étaient euh, extraits, venaient de l'exploitation du pétrole euh, vénézuélien. Il prenait 80% de profit. Il laissait des miettes aux Vénézuéliens. C'est pour ça, jusqu'au l'avènement de Chavez, 80% des Vénézuéliens vivaient sous le seuil de la pauvreté, tu vois. Donc, à un point que Galliano, tu sais, dans son livre Les veines ouvertes de l'Amérique latine, il dit que ce que les compagnies pétrolières ont gagné en exploitant le pétrole vénézuélien, il est équivalent à ce que les Espagnols usurpaient à Patosi et les Anglais en Inde. Donc, à ce point, c'était Mhm. un des pays le plus exploité au monde, le Venezuela. C'est ça que Trump regrette et il veut nous ramener à cette époque de lugubre. Moi, tu sais, je connais bien le Venezuela. J'ai été 8 fois comme observatrice des élections. Et je fais partie du réseau construit par Chavez qui s'appelle le réseau des intellectuels et des philosophes et des artistes pour sauver l'humanité. Donc, on se réunissait presque tous les ans au Venezuela. Et moi, j'étais observatrice donc internationale des élections. C'est les premiers au monde qui ont automatisé l'élection. Donc, je sais ce qu'il a fait, cet homme. Donc, il a alphabétisé, tu sais, Tu parles 2 millions et d'Hugo Chavez maintenant. je parle de Chavez. Il Mhm. a, moi, j'ai rencontré Maduro à 2 reprises, mais il était encore ministre des Affaires étrangères et je connais bien sa femme, Cilia Flores, qui était chef de parlement. C'est une femme politicienne de très forte personnalité. Et je te rappelle que lorsque tu as participé au Forum social
de Beyrouth, Cilia Flores nous a envoyé 12 députés du Parlement vénézuélien qui ont donné un peu, qui se sont exprimés sur la situation mondiale et sur les avancées qu'a connues les Vénézuéliens sous Chavez. Donc, toute cette propagande faite par les États européens, l'accusation d'être dictateur populiste, C'est etc. extraordinaire. Ce qui se passe, c'est extraordinaire. J'ai lu par exemple qu'il y a que Venezuela est une mer des pauvretés, bien que Venezuela a, malgré les sanctions, les pourcentages les plus élevés les taux de développement en Amérique latine à ce moment-là. Et c'est ce qu'on raconte par rapport au Venezuela, par rapport à l'Iran, etc., c'est incroyable. C'est-à-dire, nous vivons dans une sphère de totalitarisme complet et d'une information qui... Moi, je me Je veux rappelle dire parce que désinformation. ça s'est passé à mon pays. Tu sais, Oui, on nous a dit, oui, par exemple, que les Grecs sont des feignants qui ne font rien, qui ne travaillent pas. Finalement, les statistiques ont dit que les Grecs travaillent, et c'est le peuple qui travaille le plus dans l'Union européenne, et ainsi de suite. On dit n'importe quoi, surtout pour bien sûr. justifier les interventions occidentales. Mais je veux dire qu'au passé, ce n'était pas toujours comme ça, hein. Il y avait d'articles des New York Times qui ont révélé ce qui s'est passé au Vietnam. Maintenant, tous ces journaux sont devenus Oui, simplement des porte-paroles oui, des grands intérêts de l'impérialisme. oui. Parce que tous les médias maintenant, ils sont sous la coupe des grands hommes d'affaires, des firmes, des riches, etc. Il n'y avait Donc, jamais eu une telle mais concentration des c'est médias. pour ça, notre rôle à moi et à toi, c'est tout d'abord, c'est de désinformer. D'où cette interview aujourd'hui, tu vois. Donc, moi, lorsque j'étais au Venezuela, je dis ça en tant que témoin parce que je l'ai vécu. Donc, on nous a organisé des tournées dans les quartiers populaires pour montrer comment ils sont construits les comités dans chaque quartier et comment on distribuait aux écoliers tous les jours, ils ont le droit à des repas partout et parce que et puis on a visité les endroits où Chavez il a construit. Tu sais, Chavez, c'est comme Nasser, il a gouverné 17 ans. Pendant ces 17 ans, il a fait, non seulement il a nationalisé le pétrole, mais tous les rentes du pétrole, il a fait des réformes sociales. Il a construit, par exemple, 14 universités. Moi, j'ai visité 7 de ces 14 qui sont à Caracas, les autres sont dans les environs. Non seulement ils accueillaient les Vénézuéliens, mais tous les jeunes de l'Amérique latine qui venaient étudier gratuitement. Sans, tous avaient des bourses, tous avaient des logements, et ils étaient nourris, logés, etc. Donc, c'est du jamais vu historiquement. Ça, c'est une avancée formidable pour toute l'Amérique latine. Tu sais, dans un pays qu'on accuse d'être populiste et dictatorial et j'en sais pas quoi, il y avait, le gouvernement avait seulement 2 télévisions, alors que il y avait 12 télévisions et une dizaine de journaux pour la droite, pour ses ennemis. L'opposition. Il n'y a pas eu un seul prisonnier politique au Venezuela. Donc là, c'est l'horreur totale lorsqu'on accuse que même l'Europe, même les gauchistes là de dessous, les gauchistes atlantistes qu'on a partout en Europe, eux aussi, ils accusent Chavez de populiste et de dictateur, etc. Sur quoi ils sont basés? Sur les médias mensonges, bien sûr. Ils n'ont même pas visité le pays pour voir de près, comme ça a été le cas pour moi. Tu sais, avant Je le sais Chavez, aussi lorsque à Caracas en 2008, dans un congrès organisé par Samir Amin.
Oui, moi j'étais dans le même. Ça fait pas. C'était les réunions qui étaient organisées par le réseau dont je parle, le réseau Oui, en des 2008. intellectuels. Ouais. Donc, Et, avant Chavez, deux Vénézuéliens sur trois n'ont pas vu de médecin de leur vie. Après Chavez, et ça aussi, moi j'ai visité des maisons de médecine, ils les appellent maisons de médecine, c'est des dispensaires dans tous les quartiers populaires, dans tous les pays, même dans les contrées les plus lointaines. Donc, et il a fait venir bien sûr des médecins cubains. Castro lui a envoyé euh, des médecins cubains qui, eux, ils ont construit tout ça, ils ont entraîné les Vénézuéliens, etc. Donc, tout ce qui a été réalisé socialement sur le plan était quelque chose de formidable, quoi, une avancée incroyable. Voilà, donc pour ce qui est et on accuse souvent le régime d'une corruption rampante. tu sais, bon, dans les pays de l'Amérique latine, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a la mafia, l'existence de mafia. Dans chaque ville de l'Amérique latine, la nuit, tu peux pas circuler librement. Moi, j'ai été 17 fois au Mexique euh, dans le cadre de séminaires de Parti du travail mexicain, qui sont, qui sont une tendance politique des maoïstes qui font des séminaires tous les ans. Ils invitent 400 délégations qui viennent de du monde entier et surtout de l'Amérique latine. Donc, on n'osait pas sortir, ils nous conseillaient de ne pas sortir le soir sans les voitures du parti parce qu'il y a des problèmes. Donc, c'est vrai que moi, j'en sais, j'ai posé, lorsque on a eu la rencontre avec Chavez, je lui ai posé cette question que est-ce que le fait de ne pas pouvoir sortir le soir, ça veut dire que la mafia, elle est très forte dans le pays. Et il a répondu que, et c'est la même question que je posais il y a 3 ans à Obrador, au Mexique. Donc, il m'a dit, Obrador, la même chose. Il m'a dit que c'est la décentralisation qui est la seule solution pour s'échapper aux griffes de la mafia. Ça demande beaucoup de temps et nous essayons d'éviter une guerre sociale, une guerre civile interne. Donc, ils composent avec eux sur certains trucs sécuritaires, mais ça, c'est un phénomène latino-américain depuis longue date. Et maintenant, ça demande une réunion à lui tout seul. Mais donc, il y a de la corruption qui vient de ça, de ces réseaux mafiosi, mais Mais il on peut semble dire que que les accusations de Trump sur la question du drogue ne sont pas correctes parce que même le département le ministère de la Justice des États-Unis a dit qu'il n'y a pas ces cartels de Los Soles. Il existait dans le passé, mais il n'y a pas dont Maduro a été accusé par les États-Unis. Il semble que c'est de la propagande. Il y a du drogue qui se produit en Colombie, mais pas au Venezuela. en tout cas, quoi qu'il en est, l'État lui-même n'a rien à voir avec ces réseaux, quoi. S'il y a des réseaux, c'est parce que les Américains eux-mêmes les construisent. Parce que toute la drogue, elle va aux États-Unis, à vrai dire. Même celle de Colombie. Tu te rappelles que lorsqu'on a accusé les FARC, les FARC en Colombie de faire, de survivre grâce à la plantation de drogue et ça aussi, ça s'est révélé une propagande contre les FARC parce que les Américains soutenaient les paramilitaires d'Uribe à l'époque
là aussi, moi, j'ai été en Colombie pour tenir un tribunal pour juger les crimes de disparition forcée d'Uribe à l'époque. Et c'était un sujet de discussion, là, ce que donc les FARC vivaient presque dans les forêts, ils avaient leur culture, leur Tu réseau, parles etc. du mouvement des guerrilleros, forces armées révolutionnaires, hein? Oui. Et d'ailleurs, un des anciens FARC, il a annoncé hier que si jamais les États-Unis ils vont attaquer la Colombie, que les FARC vont reprennent les armes pour défendre le pays. Et moi, j'ai apprécié beaucoup cette déclaration. Donc, on en est là aujourd'hui. Mais Donc, le but du pétrole, c'était pas le Venezuela, c'était comme on a dit au début de cette réunion. C'est d'ailleurs la veille de la capture, de l'enlèvement, disons, du banditisme américain sur le Venezuela. Il avait rencontré un haut responsable économique de Chine. Donc, c'est un acte qui a été fait euh, exprès contre la Chine, parce que ce que veut Trump, c'est pas exploiter seulement le pétrole, et il peut pas d'ailleurs l'exploiter comme il le prétend. Regarde, déjà, il parle de 30 millions de barils il a dit aux Américains, je vous ai gagné en quelques jours 4 milliards de dollars du pétrole. Alors, l'exploitation de 30 millions de barils, si tu calcules entre 500 et 65 dollars le baril, ça te fait 1,6 million, milliards, ça te fait pas 4 milliards de dollars. Donc, il ment sur les chiffres pour montrer aux Américains que le banditisme paye, que c'est une bonne chose. Mais finalement, ça va retomber sur sa tête parce que les compagnies pétrolières ne sont pas d'accord pour revenir exploiter au Venezuela parce que, ils n'ont aucune assurance qu'ils vont pouvoir recommencer. Il faut renouveler tout le matériel d'extraction du pétrole, ce qui n'est pas donné. Donc, il faut investir déjà encore plus beaucoup d'argent. Donc, tout ce qu'il prétend ne peut pas être réalisé. D'ailleurs, il n'a pas pu changer le régime. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a capturé Maduro et sa femme, et le régime bolivarien, il est toujours là. La vice-présidente de Chavez, Rodriguez, il était très proche de Chavez. C'est une femme d'une personnalité très forte. Donc, elle essaye maintenant de contourner la crise pour ne pas aller à une situation de blocage total. Donc, elle a ouvert les négociations oui, mais avec les compagnies pétrolières. je pense que Trump a la possibilité de continuer le blocage de Venezuela et aussi, à la limite, bombarder les pays, quoi, sans faire une intervention terrestre. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce Moi, qu'il je fait là? pense, moi, je crois pas qu'il va y avoir de suite à cette chose-là. Qu'est-ce qu'il va bombarder? Euh, les, euh, il a déjà bombardé euh, presque tous les édifices qu'il voulait bombarder. Ça a été fait. Des bases militaires, il a fait ce qu'il peut faire. Là, il ne peut pas aller plus loin. Et Venezuela, n'oublie pas que c'est un pays quand même où il y a, depuis Chavez, il y a des comités populaires qui protègent les quartiers. Ça, nous aussi, on a fait des rencontres avec ces comités populaires. Donc, c'est pas donné pour eux de mettre la main sur le pays et de changer le régime. Et lui-même, Trump, il dit que Machado, machin truc, Oui. n'a pas les compétences qu'il faut. Ça veut dire, lui, il n'a pas un appui politique à l'intérieur de Venezuela qui peut remplacer Rodriguez. Donc, à quoi ça sert sa guerre?
Non, à mon avis, je prévois pas ça. Moi, je crois Mais, qu'il peut attaquer en Iran pour mais oui, oui, laver un peu, parce on que ira en Iran, mais sans, disons que, en bloquant le pétrole de Venezuela et les relations avec Cuba, il peut déjà exercer une énorme pression sur les Cubains, hein, et il les menace aussi. Et là, je oui, mais crois la surtout, situation est plus oui, délicate qu'à Venezuela. oui. Mais à mon avis, lui, il veut surtout contrôler les approvisations approvisionnement de la Chine par le pétrole, parce que 70% maintenant du pétrole, il va de la Chine, il est grâce à l'Iran et au Venezuela. Donc, pour lui, Il est une ce guerre qu'il a contre fait au la Chine, oui. Venezuela, ce qu'il a fait au Venezuela, c'est pour contrôler donc l'approvisionnement de Chine D'accord, mais il a la de pétrole. conséquence aussi de créer d'énormes problèmes au Cuba. Oui, bien sûr. Et Mais qu'est-ce que tu penses de la réaction de la Russie et de la Chine aux événements de Venezuela? tu sais, je viens de lire un rapport qui dit que la Chine, elle est en train de répliquer sur le plan économique, qu'elle a pris des mesures très, très dures pour l'économie américaine et que les conséquences, ils vont apparaître dans les jours qui viennent. Donc, elle n'est pas, comme on le suppose, les mains croisées. Et là, elle commence à prendre des mesures financières, des mesures économiques pour sans passer complètement des transactions avec les Américains. Donc, elle a déjà déclaré une guerre, mais une guerre Économique. qui n'est pas une guerre économique qui n'est pas annoncée. Mais il y a eu une série de mesures. Tu sais, la Chine, c'est comme le cas à Gaza. On s'est dit comment la Chine, elle peut fermer les yeux, elle peut laisser faire les génocides de Gaza. Et donc, eux, ces Chinois-là, ils ont des moyens, leurs moyens à eux de, 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 de concurrencer par l'économie, par la mainmise sur l'économie. Ça veut dire, eux, ils croient qu'ils vont pouvoir en finir avec cet impérialisme financier et ça devient leur but principal. C'est pour ça que la Chine, qui essaye maintenant d'avoir euh, aussi son intelligence artificielle, elle est déjà bien avancée, mais toute la guerre qui se fasse maintenant euh, contre l'Afrique du Sud. C'est pas seulement à cause de Gaza, mais aussi ils veulent le lithium et le cobalt qui est Et en Afrique du tu Sud. parles de la guerre déclenchée par les États-Unis, des pressions des États-Unis sur l'Afrique du Sud. Voilà. Et pas seulement l'Afrique du Sud, sur le Congo. Surtout le Congo, il est très riche par cette matière. Il y a un peu en Ukraine et Groenland. C'est 17 matières rares qu'on utilise, les nanotechnologies qu'on utilise dans l'intelligence artificielle. Donc, la guerre entre la Chine et les États-Unis se situe sur ce niveau-là. Donc, Mais, et le mais Venezuela, ce n'est qu'une étape, mais à mon avis, les Chinois ne vont pas laisser faire, mais ils vont le faire par les moyens économiques et on va en entendre parler les jours qui viennent. probablement, c'est ce que j'ai lu aussi, mais de l'autre côté, j'ai l'impression que les Américains actent de cette manière-là exactement parce que la Chine est supérieure au niveau économique. Ils essayent alors d'utiliser la force militaire pour Oui, arrêter le processus
du développement de la Chine, etc., à utiliser cette carte. Tout à fait. Ça veut dire à chaque fois que l'impérialisme il faiblit et là ils sont en crise euh, financière et économique terrible les États-Unis. Donc ils font ce saut en avant pour échapper à leur vraie crise qui est due à leur surendettement, tu vois. Donc pour ça ils choisissent la guerre, quoi. Donc Oui. c'est Mais parlons de l'Iran maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois la situation? J'ai lu aujourd'hui que les militaires américains pensent qu'ils ne sont pas prêts pour une guerre à l'Iran. Je ne sais pas s'ils ne sont pas prêts. Je suppose qu'ils sont peut-être en opposition par rapport à une guerre contre l'Iran. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, oui, moi je ne crois pas qu'il va y avoir une guerre, qu'ils vont, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent attaquer en Iran? C'est la même chose que j'ai expliqué tout à l'heure pour le Venezuela. Ils ont déjà, euh, lorsqu'ils sont intervenus contre l'Iran, c'était pour sauver Israël de ses déboires à Gaza, ça veut dire euh, à Gaza, tu sais que les, les Israéliens, ils ont annoncé qu'ils ont trois objectifs, en finir avec Hamas, déplacer les Palestiniens, l'exil, le projet exil, et de reprendre les otages. Finalement, ils étaient obligés de composer avec Hamas pour reprendre les otages. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu désormais le Hamas. La Hamas vient de désigner un nouveau représentant, de porte-parole, qui a dit que Israël, elle ne respecte pas le cessez-le-feu, qu'il y a eu euh, 3000 morts depuis le cessez-le-feu, déjà 3000 morts, imagine, et les sanctions, ils continuent et ils continuent à occuper 58% de Gaza et malgré tout ça, ils ne peuvent pas désormais désarmer le Hamas comme ils le veulent. Donc voilà où nous sommes. Donc la guerre contre l'Iran, c'était pour en finir avec le nucléaire et, et faire une petite opération qui remonte un peu, euh, qui change le rapport de force qui est imposé par les Gazaouis, surtout que Israël a été complètement isolé, que Netanyahou s'est trouvé tout seul aux Nations Unies. Donc, ils ont frappé le nucléaire. Et dès le début, ils voulaient frapper le nucléaire. Mais ils n'ont pas pu frapper tout le nucléaire. Ils ont tué tout le comité militaire central de l'Iran, mais l'Iran, elle s'est vite reconstituée, son comité de guerre. Et puis, tous les analystes politiques de la situation en Israël, ils disent que c'est eux qui ont demandé le cessez-le-feu, les Américains et les Israéliens qui ont demandé le cessez-le-feu de l'Iran parce que encore une semaine et, et Tel Aviv aurait complètement tombé. Donc c'est pas évident. L'aventure contre l'Iran ne s'est pas passé comme comme Trump la présente ou Netanyahu comme une réussite. Ils n'ont réussi rien du tout et au contraire, ils ont pu, euh, l'effet qu'ils désiraient, c'était de créer des problèmes à l'intérieur de l'Iran, mais tout le peuple s'est soudé avec son régime parce qu'il n'accepte pas qu'il y ait un changement par les Américains et les Israéliens. Ils désirent changer, mais pas par le biais des Américains et des Israéliens. Et Oui, mais ces c'est la manifestations. chose. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous recevons une information des différentes organisations que je ne sais pas si elle est vérifiée sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Iran. Je ne sais pas si c'est une information vraie. Je suppose que ce n'est pas vrai parce que même les journaux israéliens Haaretz
a expliqué qu'il y a un grand programme de désinformation sur l'Iran. Est-ce que tu as d'informations sur ce qui se passe réellement dans l'Iran? Oui, il y a des manifestations, ça, c'est sûr. En ce moment où on parle, il y a des manifestations qui sont pour le régime, pour appuyer au régime. Ça veut dire, et en ce moment même où on parle, il y a des manifestations contre les autres manifestations. Mais il y a eu des manifestations dans toutes les villes américaines. Parce que, Iranienne. iraniennes, oui. Tu sais, euh, il y a bel et bien des manifestations parce que la situation économique, elle est terrible. Le Touman, la monnaie iranienne, elle a perdu en quelques jours 20%. Donc, les gens qui ont soutenu le régime pendant 12 jours, la durée de la frappe américaine et israélienne sur l'Iran, elle a duré 12 jours. Donc, comme je l'ai dit, ils voulaient pas que le changement vienne des Américains et des Israéliens. Donc, ils ont soutenu le régime. Mais le régime, après ceci, il n'a pas pris l'initiative de commencer des réformes. Et donc, et la situation économique, elle est terrible. Tu sais que l'Iran, il est depuis la nuit de temps sous Sanctions. sous blocus américain terrible. Et malgré tout ça, ils ont pu développer le pays, ils ont développé l'infrastructure, ils ont construit l'armée, ils ont développé le secteur nucléaire. Ils ont pu quand même aider beaucoup les organisations anti-impérialistes. Ils l'ont financé et pas seulement les organisations comme Hezbollah et Hamas. L'Iran, elle a aussi financé le FPLP, le djihad, euh, tous ceux qui portent des FPLP, armes c'est contre le Front l'impérialisme. populaire démocratique de la Palestine, c'est-à-dire une organisation laïque. Oui, et le Front populaire il y a deux organisations laïques dedans qui ont été soutenues donc par l'Iran. Mais là, mais il y a eu dans le pays, ça veut dire la guerre de 12 jours, a montré, et ça, il faut pas le cacher, que l'Iran était beaucoup infiltré par la Mossad et par des services secrets. N'oublie pas qu'il y a une communauté juive très grande en Iran, je ne sais pas si tu le sais, et ils ont pu être organisés par la Mossad israélienne. Ils ont eu même leurs petites fabriques des drones intérieurs. Ça veut dire ce que les Iraniens, ils ont découvert pendant cette guerre, qu'il y a des fusées qui partaient du territoire iranien lui-même. Donc, ils étaient organisés, les Israéliens et les services secrets américains, depuis belle lurette, grâce aux espions de l'intérieur, pour démonter le régime. Et malgré tout ça, ils n'ont pas réussi à le démonter. Tu as vu comment ça s'est passé. Mais moi, ce que je reproche au régime iranien, c'était ce deux points. C'est le point de l'infiltration, parce que ça ne concerne pas seulement l'infiltration de la Mossoul. Je ne sais pas si tu sais qu'il y a 12 scientifiques du nucléaire israéliens qui ont été assassinés par les Israéliens à l'intérieur de l'Iran. Iranien, tu veux dire, 12 scientifiques Iraniens, oui, iraniens. j'ai dit iraniens. Oui. Euh, Ça n'a pas été médiatisé, personne n'en parle, mais nous, dans la région, on le sait. Et même les infiltrations qui sont arrivées à Hezbollah, qui sont responsables de ce qui s'est passé chez nous, ils venaient de l'Iran. Et ça, maintenant, on peut le dire.
tout ça, je peux le révéler, quoi, sans crainte. Et on a vu que l'Iran n'a pas pu aider l'axe de résistance. On avait un axe de résistance constitué par le Hezbollah, par les Irakiens, le Hashd al-Sha'bi, ça veut dire comment je veux traduire ça, les renforts populaires. Et il y avait le Yémen et il y avait l'Iran. L'Iran, elle n'a pas pu faire grand-chose à Gaza. Et donc, ça aussi, ça a étonné un peu les Libanais, même dans les communautés chiites, qui s'attendaient à ce que cet axe de résistance fonctionne. Bien sûr, je n'ai pas parlé de Al-Qassam et de Hamas à Gaza qui faisaient partie de ça. Et celui qui a constitué cet axe de résistance, c'est le responsable de Hamas dans la Cisjordanie, qui s'appelle Al-Arouri, qui a été assassiné au Liban même. Donc, tout ça, c'est réel. Ça veut dire cette infiltration est invraisemblable. Tu comprends pas pourquoi. Tu sais, chaque révolution, elle a des moments de l'ascension et après de repli. Donc, on peut dire que l'armée iranienne, c'est une armée professionnelle et qui est très fidèle au régime iranien, au régime des mullahs. Elle est très soudée avec le régime. Mais il y a eu beaucoup de corruption et d'enrichissement dans le courant de les gardiens de la Révolution qui avaient toutes les affaires en main, c'est eux qui distribuaient l'argent, c'est eux, parce Mais que il ce semble que les système qui... gardiens de la Révolution, on a une image qu'ils sont les partis les plus radicales de l'establishment iranien quand même. Oui, ils sont le parti radical. Je ne dis pas le contraire, mais je dis que le fait qu'il y a eu corruption et qu'ils avaient en, en charge de contrôler tout ça, on se demande pourquoi il n'y a pas eu suffisamment de contrôle. Et donc, on a parlé de corruption, des gens qui se sont enrichis, etc. Euh, Tu sais, ce phénomène, on l'a vécu dans le mouvement palestinien à Fatah. Qu'est-ce qui a fait que Fatah aujourd'hui, ça veut dire avec Abu Mazen et l'autorité palestinienne, ils sont même contre les Gazaouis, même pendant le génocide. Et ils Abbas, critiquaient tu veux dire. Hamas. Abbas, Oui, tu veux dire. ils critiquaient Hamas. Ils disaient c'est eux qui ont causé tous ces malheurs au peuple palestinien. Donc ces gens, non, comme le Fatah elle s'est prospérée au Liban, on sait très bien, nous, de près, on l'a vécu, comment une partie de la direction s'est enrichie, s'est corrompue, etc. Et comment ils ont commencé à préférer les démarches politiques, les négociations qui les ont menées à Oslo. Ça, on le sait comment. Ça s'est fait à petit feu, par des corruptions et par l'influence des régimes arabes et des Et régimes finalement, corrompus. c'était une décision politique de Yasser Arafat, ça. Oui, mais il l'a pas pris tout seul. C'est comment dirais-je, c'est une conséquence d'une longue démarche. Et après Arafat, il l'a regretté. Même tu sais, des gens comme à l'intérieur, des intellectuels comme Mahmoud Darwish, comme Edouard Saïd, comme ces gens très connus internationalement, eux, ils étaient complètement contre Oslo. Parce que Oslo, qu'est-ce qu'elle a fait? Ça veut dire, sous prétexte qu'ils ont reconnu le LP, qu'Israël a reconnu le LP, elle a nié aux Palestiniens tout droit de construire un État. Et ils continuent aujourd'hui à le refuser. Tu sais bien qu'avant Oslo, il y avait euh, 150 colonies. Après Oslo, on a eu 750 colonies. Il y avait des pays africains
50 pays africains. Après Oslo, ils ont reconnu Israël. Avant, ils ne reconnaissaient pas Israël, ils la considéraient comme un État colonialiste. Donc, Oslo, elle a ouvert les portes à Israël. Nous, on dit, tu sais, dans notre langage, qu'il y a eu que la Palestine a été occupée par trois reprises, en 48, en 67 et Oslo. C'est les trois phases historiques où Israël, elle a continué à grignoter la Palestine jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on a, on a presque 4% de la Palestine initiale, quoi. Donc, Mais je reviens à l'Iran, n'est-ce pas? oui, et je voudrais te demander quelles sont, à ton opinion, les réformes que les régimes iraniens devraient faire pour adresser Oui. la crise et la situation. Oui, oui, lui, il devait profiter du fait que le peuple s'est allié à lui pendant l'attaque israélo-américaine pour engager des pourparlers et de créer des comités de quartier et d'engager des pourparlers avec les manifestants, avec tous ceux qui étaient dans l'opposition et qui l'ont soutenu. C'était l'occasion en or de faire ça. Il l'a pas fait. D'une conciliation avec différents courants, d'un dialogue national, disons. Tu sais, avant en Iran, il y avait deux choses. Il y avait les réformateurs et il y avait les religieux. Bon, les réformateurs, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils voulaient échapper à ce qu'on appelle le wilayat al-faqih, euh, ça veut dire cette forme religieuse de passage de pouvoir vers une constitution. Ça veut dire que le président et le gouvernement aient une marge de travail, en plus des réformes sociales. Ça n'a pas. Mais là, aujourd'hui, on n'en est plus là. C'est pas le même panorama. C'est pas l'histoire des réformateurs et le président actuel il est élu à majorité par des réformateurs, mais ils n'ont pas fait grand-chose eux-mêmes, les réformateurs. Donc là, tu as eu une génération Z qui a explosé. Rappelle-toi qu'en 2022, il y a eu cet incident de la femme kurde qui était voilée et qui est morte sous la torture. Ça a donné naissance à une vraie révolte des femmes. Maintenant, les femmes jouent un très grand rôle dans la rue et la Et, génération Z, les jeunes, ils jouent un grand rôle dans la rue. Ce que les Américains présentent comme Rida Pahlavi, le fils de Shah, ça ne plaît pas aux Iraniens qui sont dans la rue. Tout le monde n'est pas d'accord. Donc, c'est une minorité des gens qui sont travaillés par les Mossad, qui sont proches de Rida Pahlavi. Et d'ailleurs, Iran, hier, elle a arrêté une dizaine des éléments de Mossad qui, eux, ils étaient dans les manifestations en train de soulever des drapeaux israéliens en plus des drapeaux euh, des royalistes. Et ça, les Iraniens, même qui sont dans la rue, qui manifestent, n'acceptent pas. Ils ont une, la mémoire collective iranienne refuse de laver les mains du Shah, parce qu'au moment du Shah, qui était allié aux Américains et aux Israéliens, tout le monde se rappelle de la SAVAK. Tu sais, la SAVAK, elle a la police torturé 30 politique 000, du Shah. oui, 30 000 prisonniers politiques ont été torturés et assassinés dans les prisons. 30 000. Et c'était un élément primordial dans la révolte Mais je vois que tout dirigée. l'Occident, tu sais, il parle maintenant du Shah, etc. J'ai vu une émission au BBC en parlant du Shah, en faisant un éloge du fils du Shah, etc. Et il ne parle pas de tout ça dont tu parles. Oui, donc ça veut dire, eux, ils sont pas au courant. Moi, je lis tous les jours les rapports qui viennent de l'Iran, y compris les analyses qui sont contre les régimes.
Mais en même temps, ils sont contre Rida Pahlavi, ils sont contre l'intervention américaine en Iran. Donc, malgré tout ce qui se passe dans la rue, c'est pas donné pour les Américains ni d'intervenir, parce qu'ils interviennent pour quoi faire? Pour répondre à la question que tu m'as posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ça veut dire, ce n'est pas sûr que s'ils font des frappes sur des établissements militaires, etc., que ça va réagir sur la population. Au contraire, ça va ressouder la population avec le régime. Donc, ils sont dans l'impasse totale. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très chauds pour intervenir en Iran. Ils disent qu'ils vont le faire, mais s'ils vont le faire d'une façon comme faire des artifices par-ci par-là, ça va pas donner de résultats tangibles. Euh, donc, qu'est-ce qu'il peut faire l'Iran? Tu m'as posé cette question aujourd'hui, tu vois. Donc, la crise actuelle, donc, elle est née de plusieurs choses, pas seulement parce que le régime n'a pas ouvert, parce qu'il est incapable de créer un dialogue avec le mouvement de protestation, mais il y a des choses à lesquelles il ne peut pas forcément répondre. Euh, il y a eu, tu sais, j'en sais pas si tu sais que l'Iran, elle prévoit de déplacer la capitale Téhéran ailleurs parce que depuis 5 ans, il n'y a pas une seule goutte d'eau à Téhéran. On importe l'eau de très loin. Il y a une crise de sécheresse terrible dans le pays. À cause de la crise Et climatique, c'est quoi ça? oui, crise climatique et aussi le tarissement des sources d'eau, quoi. Donc, toute la culture de blé et du riz elle souffre de ça. Donc, c'est pour ça l'alimentation, elle est devenue trop chère. Et lorsque le bazar a commencé son mouvement, le régime qui est basé aussi en partie au bazar, parce que c'est comme ça qu'ils ont commencé. Khomeini a été aidé par le bazar, si tu te rappelles, qui s'est mis contre le Shah à l'époque. Mais Donc, je il me voulait rappelle pas. quand j'étais au Téhéran il y a pas mal d'années, j'ai vu un bazar divisé en deux. C'est les conservateurs qui avaient sur leurs magasins les photos de Khomeini et les réformateurs qui avaient les photos de Khamenei. Oui, Alors tu comprenais les, les sympathies politiques des uns et des oui. autres. Bien sûr, ça veut dire il y a plusieurs courants dans les réformateurs et dans aussi le bloc Ahmadinejad, de est-ce qu'il joue un rôle encore ou c'est du qui? passé? Ahmadinejad, l'ancien président Non. et ami Tu de sais, Chavez. Ahmadinejad, il a choisi de se retirer à la campagne et il envoie des vidéos où il est berger. Ça veut dire il vit isolé un peu dans la campagne avec Mhm. ses animaux autour de lui. Il est complètement sorti du panorama politique. Euh, donc aujourd'hui, les raisons de la sortie de ces gens, c'était le fait qu'il y a l'alimentation, les prix ils sont devenus trop chers parce que le régime qui voulait pas avoir des problèmes avec le bazar, il a libéré le prix de la monnaie, le change de la monnaie. Et dès qu'il a libéré ça, qui a profité? Ce sont Les taux les d'échange, spéculateurs. oui. Oui, les spéculateurs. Et les spéculateurs, ils vivent pas seulement à Taran, ils vivent à Erbil, à l'extérieur du pays. Eux, ils ont profité, mais c'est pas le bazar lui-même qui a pu profiter, ni la population. Au contraire, le fait de libérer le change a fait qu'il y a eu une hausse des prix des produits de première nécessité. Donc, ça, c'était un deuxième élément. Donc, qui fait que les gens sont sortis dans la rue. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait le régime? Depuis 3 jours, le régime, il a donné à toutes les couches populaires des bons de rations de nourriture et il a donné à toute la population
un équivalent à peu près à 250 $ pour les aider un peu à s'en sortir. Donc, il essaye de calmer par des actes comme ça. Tu peux appeler eux, ils les appellent de la charité, mais à vrai dire, non, ce sont comme les allocations familiales faites un peu partout. Donc, il a fait ça. Et, euh, et ce qu'il faut faire, à mon avis, pour sortir de là, c'est de faire un peu comme il a fait Chavez, quoi. Ça veut dire de construire des comités de quartier un peu partout qui écoutent les gens, qui vont. Les gens, ils savent qu'il y a un blocus terrible sur l'Iran. Il y en a les pro-israéliens de la Mossad, ils commencent à, je ne sais pas si tu as entendu les mots d'ordre qui disent pas Gaza, pas d'Iran, la priorité est pour Téhéran. Ça veut dire pour dire que le régime qui aide les Gazaouis et les Hezbollah devait donner cet argent à son peuple, à Téhéran, et ne pas jouer un rôle extérieur. Ça, c'est les mots d'ordre préparés d'avance. Je n'ai pas très bien compris, Leila. Il y a des mots d'ordre qui sont posés par les manifestants du genre euh, pas Gaza, pas Liban, tout l'argent pour Téhéran. Téhéran, Ah, la j'ai capitale. compris, oui, j'ai compris. C'est-à-dire, il ne faut pas aider les Palestiniens, il ne faut pas aider les Libanais, il faut, il faut donner l'argent aux habitants de la capitale iranienne. Oui, et ça, ce sont des mots d'ordre qui viennent surtout des Israéliens. Mais moi, je les ai entendus par l'opposition iranienne pro-américaine à Paris. Eux aussi, ils disaient ça. Seulement, Mais l'aide aux Palestiniens et l'aide à Hezbollah, c'est aussi une défense pour l'Iran en lui-même. oui, ça vient pas du gouvernement. Ça, moi, je le sais de près parce que je le sais par les milieux du Liban qu'il y a comment on appelle ça, une caisse qui s'appelle Caisse Palestine qui a été mise sur place depuis les années 80, en 82, depuis l'attaque israélienne sur le Liban. Khomeini, il a mis cette caisse qui est arrivée au pouvoir en 79, comme tu le sais. Donc Khomeini, il a fait cette caisse qui est une caisse où il y a les moullas, les religieux, les les musulmans du monde entier, les hommes d'affaires du monde entier versent de l'argent dedans pour aider la Palestine. Et lui, il a transformé le Khomeini, ce qu'il a fait de nouveau pour les Palestiniens, c'est qu'il a transformé la question palestinienne en une question sacrée. C'est pour ça l'argent qui est payé pour les Palestiniens, pour les aider à libérer leur pays, ça émane de cette caisse-là, caisse Palestine. Il ne vient pas du gouvernement iranien. Et ça, à chaque fois que Khamenei il prend la parole, etc., il explique aux gens que ça, c'est un argent sacré qui est fourni par nous-mêmes, par nos économies. Il ne vient pas du gouvernement iranien, comme ils le prétendent les quelques opposants, quoi. Donc voilà, à mon avis, c'est ça qu'il faut que l'Iran fasse. Et ils parlent, la désinformation occidentale parle d'un millier de morts en Iran. Il y a eu une centaine de morts parmi les gardiens de la révolution eux-mêmes et parmi la police iranienne elle-même. Et la Mossad était là pour profiter de cette situation pour massacrer des responsables militaires en Iran et responsables nucléaires. C'est ça qui est arrivé. C'est pas l'Iran qui a frappé les Mais manifestants. Au contraire. c'est énorme parce que tu sais, avant qu'on fasse cette interview, j'écoutais les nouvelles. Il disait qu'il y a des manifs contre les régimes à ce moment-là et qu'il y a 500 morts basés sur une organisation de droits de l'homme à Londres, je ne sais pas quoi. Non, non. Tu Et sais, il il n'y a disait qu'en pas vérité absolue, il n'y a aucun le effort régime n'a pas pris de la décision de vérifier. répliquer. Il a menacé ce soir que, parce qu'il voulait montrer à l'Occident
sa force est à l'opposition. Donc, il a fait marcher des manifestations pro-régime qui, sont qui ont investi les rues aujourd'hui et qui montrent que le régime, il est quand même, il peut faire bouger des masses plus, plus importantes que celles qui manifestent. Et c'est là seulement aujourd'hui il a menacé que si les autres continuent à offenser, ils vont attaquer. C'est seulement aujourd'hui. Ça veut dire ils ont euh, emprisonné, ils ont capturé ils ont neutralisé les manifestants qui essayent d'attaquer les casernes, les établissements policiers, etc. Mais ils n'ont pas tué. Ils n'ont pas ouvert le feu sur les manifestants jusqu'à l'heure que je te parle. Ça, je peux être sûr. Donc voilà à ce qu'on attend les jours qui viennent. Ça veut dire tout ce qui veut maintenant l'Iran, c'est une période de pacification pour régler les choses. Donc, il essaye de résoudre, comme je viens de te dire, mais ce qui lui manque encore, c'est de former des comités de quartier et ouvrir des dialogues avec des gens dignes du dialogue, pas des gens qui collaborent avec les Américains et les Israéliens. Voilà. Mais dis-moi, l'Iran a beaucoup souffert, comme le Venezuela, des sanctions américaines. Je me demande encore, c'est où la Chine? C'est où l'aide qui pourrait venir des pays amis? Parce que finalement, euh, ces pays, c'est difficile de résister à l'énorme pression économique Et de l'Occident. tout le pétrole, tout le pétrole que l'Iran vend, le vend à la Chine. Ça veut dire, eux, ils l'aident d'une façon indirecte. Mhm. Ouais. Ça, Et- mais oui. c'est la mentalité de la Chine. On n'est plus à l'époque de Mao Tse-tung et l'Union soviétique. C'est un temps révolu. La Chine ne fonctionne plus comme ça. Ça, il faut qu'on soit sûr. C'est vrai, c'est vrai. Simplement, on n'est pas autant, mais les problèmes réapparaissent de nouveau et de façon très grave. Et Oui, disons, qu'on termine ce tour d'horizon, et qu'est-ce qui se passe maintenant en Palestine? Parce qu'après l'accord de Trump, personne les médias mondiaux sont silencieux sur la Palestine. oui. Ils créent ils essayent de créer l'impression que tout est réglé d'une certaine façon et que le génocide est terminé. Non, le génocide, il continue à petit feu, à vrai dire, parce que Israël continue à tuer. Je te dis tout à l'heure qu'il y a eu 3000 morts quand même depuis le cessez-le-feu et ils continuent à faire un blocus total. Tu sais, il y a eu la vague de froid terrible. Moi, j'ai passé le jour de l'an euh, en suivant ce qui se passe à Jazira. Tous les camps des Palestiniens étaient inondés. Les gens, ils étaient pendant une nuit totale. Ils tenaient leurs enfants entre les mains, ils ne peuvent pas les déposer. Ils n'ont pas des chaises, tu sais, dans les tentes. Ils n'ont que des matelas. Or, tout a été mouillé. Donc, les gens euh, grelottaient du froid et ils portaient leurs enfants entre les bras. C'était un drame du jamais vu dans l'histoire. Il y a 4 qui sont morts de froid et il y a beaucoup atteints de maladies. Et tu sais, les camping-cars, il y a des milliers de camping-cars qui sont sur la frontière égyptienne garés, qu'on empêche d'entrer parce que les camping-cars auraient pu soutenir, euh, auraient pu être un support humanitaire pour ces populations qui souffrent. Mais je comprends Et surtout, qu'Israël a interdit à toutes les organisations euh, internationales d'aider les Palestiniens, quoi. C'est oui, interdit 300, complet. 350, ils ont fait des pétitions pour dénoncer Israël, qu'elle les empêche de faire leur travail en Palestine. Donc, c'est pour ça, je te dis,
On tue à petit feu, on tue par maladie, on tue par froid, on tue par des... C'est-à-dire 3000 morts dont tu parles, c'est peut-être une petite fraction du vrai nombre de morts, quoi, du vrai Oui, chiffre parce de que morts. moi, tu sais, dans mon discours à Marseille la semaine dernière, j'ai dit que il y a un problème dans les chiffres à Gaza parce que du moment où on ne donne pas le chiffre réel, moi j'ai demandé à des responsables de Gazaouis la question pourquoi on diminue à ce point le nombre de blessés. Il n'y a que Mustapha Barghouti qui préside, c'est un médecin qui préside ce qu'on appelle l'initiative nationaliste palestinienne, qui lui, il parle des chiffres qui dépassent le 200 000 morts. Mais Francesca Albanese, C'est plus elle, logique, elle, hein? elle a, elle a parlé de 600 000, d'un Combien? mille- 600 000 morts, entre morts et Albanaise, c'est elle travaille pour l'Organisation des Nations Unies, hein? oui. Et il y a aussi le député Ralph Nader aux États-Unis qui travaille, tu sais, lui, il était proche de ministre de justice américain qui était contre, qui a participé, son nom ne me vient pas à l'esprit. Il travaillait avec lui, lui, il a parlé aussi de 600 000. Et la revue britannique qui est très sérieuse, The Lancet, Oui, c'est la plus elle a, sérieuse revue médicale internationale. oui, et c'est la seule revue qui nous a publié. À l'époque, j'ai travaillé avec Paola Manduca, une femme médecin italienne, et d'autres médecins qui, eux, ils ont fait des études sur l'armement non conventionnel utilisé par Israël et ils ont fait des recherches, ils les ont soumis à 4 laboratoires du monde occidental et ça s'est révélé qu'Israël, elle utilise des armes non conventionnelles contre les Palestiniens. Et qui a publié la chose? The Lancet, parce qu'elle a trouvé que la vérification a été très sérieuse, donc elle a accepté de publier le document. C'est très important de revenir à ce document qui est très important. Donc, Zélan parle aussi de 600 000. Ça veut dire entre blessés et morts. Parce que si tu fais les calculs, nous, on a un comité de vérification de chiffres qui essaye de on a calculé jour pour jour les annonces du nombre de morts et tu arrives facile à 600 000, surtout si tu ajoutes les blessés. Donc les chiffres n'ont rien à voir avec la réalité. Et Et tous les jours, pourquoi les autorités de Gaza ne disent pas la vérité? Et elles ne veulent pas peut-être créer un, un une sentiment de... démoralisation totale. C'est ce qu'ils m'ont répondu. On ne veut pas démoraliser les gens, Mais je suppose que les gens savent en fin de compte ce qui s'est passé, ce qui se passe. bien sûr. Et, dis-moi, Lila, une autre chose que je voudrais te demander, c'est ton opinion. On parle beaucoup d'un pacte militaire maintenant entre l'Arabie Saoudite, Pakistan et la Turquie. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il y a un rapprochement. Mhm. Il y a un rapprochement. Et l'Arabie saoudite, ces derniers temps, elle est entrée en guerre, comme tu le sais, au Yémen contre les Émirats, qui est allié avec Israël et qui ont fait un pont militaire avec Israël pendant toute la guerre de Gaza. Mhm. Là, l'Arabie saoudite, elle se démarque des Émirats. Elle trouve qu'elle s'est étendue beaucoup, qu'ils ont des ambitions beaucoup plus que leur situation ne permet. Donc, ils les ont ordonnés à quitter le Yémen. Là, les Émirats, ils étaient obligés de partir de Yémen. Et il y a eu un reprochement aussi
avec le Pakistan parce que dès que les Américains ils ont fait la frappe sur l'Iran, le lendemain, l'Arabie Saoudite elle a eu peur, tout le monde a eu peur. Et ils essayent de faire aussi un bloc avec la Turquie, le Pakistan, des pays islamiques. Pour eux aussi, ils fabriquent du nucléaire et se préparer à un jour où Trump il pourrait arriver. Là, ce qui est passé au Venezuela, il les a fait peur encore plus, même au pays du Golfe. Déjà, tu te rappelles, lorsque à Mais tout Qatar, le il monde a, est en danger. Si le tout le monde est président en d'un danger. pays est enlevé, alors toute personne sur la terre peut être enlevée ou peut être Oui. assassinée, quoi. C'est C'est clair. c'est pour ça que j'ai commencé. Tu vois la différence entre le président allemand qui a dit que cette situation est une situation très grave pour l'humanité tout entière et pour nous, les Européens, qui sont et les Allemands, On alors pourrait, que, à la limite, on pourrait imaginer un scénario où on enlève les présidents de l'Allemagne. Pourquoi pas? Si on enlève, si on s'est permis de faire quoi que ce soit, on peut bombarder l'Allemagne, on peut enlever son président, etc. mais tu vois la différence entre l'Allemagne et la France. Macron, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était temps de se débarrasser de ce dictateur. Donc, une position, les gens lui Bon, crachent je dessus, n'aime quoi, pas une utiliser position de tels honteuse, mots honteuse. pendant une interview, mais excuse-moi, les Français diraient qu'il est absolument con. Et je crois que c'est ce qu'ils répondent aussi au sondage, hein. Ouais, Mais enfin, voilà. je ne sais pas. Toi, je sais que tu fais beaucoup de lectures dans toute l'Europe, en France, en Italie, ailleurs, pour la question palestinienne, etc. Quelle est quelle est la réaction que tu rencontres pendant les jeunes gens, pendant avec les publics avec lesquels tu communiques? Est-ce que tu peux nous dire, l'opinion publique en Europe, qu'est-ce qu'elle pense? Nous savons que les gouvernements sont plus ou moins contrôlés par Israël. Mais l'opinion publique, qu'est-ce que tu penses? Où elle se Moi, je dirige? pense qu'il y a eu une avancée très importante parce que pour la première fois, moi, je ne m'attendais pas à ça, à vrai dire, un peu partout dans l'Europe. Ça veut dire, moi, j'ai fait des conférences dans 3 universités en Italie. Il y a eu dans la salle à Inna, par exemple, 450 étudiants avec leurs profs. Tout le monde était pendant 1 heure, ils étaient en train d'écouter et toutes les questions qu'ils ont posées, c'est des questions. Ça veut dire, on a l'impression, y compris en France. Aujourd'hui, il y a eu une déclaration de Kobilakis, un professeur d'origine grecque, tu vois, qui a fait, et il a dit qu'il ne s'attendait pas du tout à ce qu'en France naît une tendance qui comprend que cette alliance sioniste impérialiste est en train de, d'avoir des impacts sur leur propre vie. Moi, je dis que j'ai senti, moi, dans toutes ces conférences, qu'il y a eu une sorte d'identification entre les masses du monde un peu partout en Amérique et en Europe, euh, que si Gaza tombe, eux aussi, ils vont tomber. Ça veut dire ce néolibéralisme, ce capitalisme prédateur pendant 40 ans maintenant. Ça fait 40 ans qu'ils ont commencé à casser L'État social. les acquis sociaux fruits de 200 ans de lutte. Euh, Ils ont fait tomber l'école, l'hôpital, les allocations familiales, tout ce que tu veux, et continuent à le faire. Et, euh, Et sans tenir compte, ça veut dire les citoyens, ils se sont vus du jour au lendemain se transformer en simples clients et que l'État social est devenu un État uniquement répressif, que toutes les décisions sont prises dans les institutions financières. Donc les gens, ils ont compris que cette oligarchie financière qui domine dans le monde, ce qu'elle fait à Gaza
elle est capable de le faire contre ses propres populations. En tout cas, si tu regardes les mots d'ordre et du tract fait par la CGT italienne, tu te dis, et ils disent que Gaza, c'est nous. Ça veut dire ce qui se passe à Gaza, il se passe contre nous. C'est la même chose. Et donc, il y a un camarade qui m'a parlé de Gramsci. Il a dit, c'est devenu quelque chose d'existentiel et non circonstanciel, de créer des blocus historiques entre les différents gens pour contrer cette oligarchie financière. C'est ça l'ambiance qui règne. Tu sais, entre décembre 2024 et non, et avril 2025, il y a eu 2066 manifestations dans le monde. Donc, à il faut dire 15 manifestations à peu près par jour pour, pour soutenir Gaza. Mamdani à New York, il a dit que moi j'ai gagné parce que j'ai soutenu Gaza. Ça veut dire que Gaza est devenu quelque chose qui a eu de l'impact sur la vie Une lutte politique. de la civilisation contre la barbarie. C'est le symbole de la lutte de la civilisation universelle contre la barbarie. Voilà. Ça veut dire Gaza est devenu un condensateur des différentes causes Mais le pour problème, la c'est population. que, tu sais, en Occident, il semble que la gauche, y compris la gauche radicale, c'est aussi un état de décomposition. Et alors, c'est Oui, surtout oui, l'extrême droite qui profite de la crise oui. de, de- Et en tout de- cas, il y a eu une dislocation claire entre les masses et l'intelligentsia. Tu sais, moi, j'ai participé à une manifestation à Palermo où grande manifestation qui parlait il disait qu'il faut libérer toute la Palestine du fleuve à la mer et qu'ils étaient complètement acquis pour Gaza. J'arrive dans une salle, une conférence des professeurs de fac, des cadres, etc., des gauches, des NGOs de gauche. Tout le monde veut me poser la question, qu'est-ce que je pense de 7 octobre? Si 7 octobre, c'est pas, c'est pas la cause de tous les maux connus par. Donc, tu trouves qu'il y a vraiment deux niveaux différents dans la rue et ailleurs. Eh oui, ça, c'est le problème des intellectuels occidentaux, c'est qu'ils ont été plus ou moins, la plupart d'eux, l'écrasante majorité, j'ose dire, Oui. achetés. Et ça pose un problème parce que La pour un gauche mouvement, tu as atlantiste, besoin aussi des appelons-la intellectuels. appelons-la la gauche atlantiste, et tous les intellectuels là qui sont achetés, finalement, qu'ils désinforment. Ceci dit, il y a pas mal des gens dans le monde à l'échelle internationale, surtout, tu sais, aux États-Unis, les sondages montrent qu'il y a 70% de la population est contre Israël. Je ne sais pas si tu le sais. Et même un grand pourcentage des Juifs américains sont contre Israël maintenant. Donc, contre Netanyahou, peut-être pas contre Israël, c'est pas des antisionistes, mais contre Netanyahou, ça c'est sûr. Donc, voilà où nous sommes. Donc, espérons, il faut croire aux masses. Peuple. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a eu un cessez-le-feu, c'est une résultante de trois choses. De de la résistance du peuple de Gaza, qui est resté dans sa terre, qui a refusé le plan d'exil voulu par, euh, par Trump, par Jared Kushner, par Tony Blair, déjà en 2019, il a présenté un plan, ça veut dire avant le 7 octobre, un plan pour la gestation de Gaza, 2019. Donc, le deuxième élément, c'est la résistance, à mon avis, épique euh, de, de,
des Al-Qassam et de résistance palestinienne, pas seulement le Hamas. Dans le Hamas, il y a eu, tu sais, des comités Al-Qassam, elles représentent toutes les formations militaires, y compris le FPLP, le FD, le Jihad, etc., qui sont, qui étaient en train de faire des opérations pour défendre leur pays, des opérations. Pourquoi je dis épiques? Parce que c'est des gens qui sautaient sur les chars, qui, tu avais le distance zéro du côté de combattants contre risque zéro de la part de leur ennemi qui utilisait la. On a vu le cas au Liban. Au Liban, il y a eu 66 jours où la résistance libanaise, elle a lutté contre les Israéliens. Ils n'ont pas pu entrer un seul centimètre lorsqu'ils étaient sur le terrain. Ils ne savent qu'utiliser les moyens de satellites, des drones, des bombardements par l'avion. Mais c'est pas des vrais. Donc, tu es face à des bâtons qui sortent de la tragédie grecque, peut-être, pas, qui sont pas. Qui est. Bon, ça me dépasse de décrire ça, mais c'est quelque chose de phénoménal. Et la troisième chose, c'est ce mouvement de solidarité internationale magnifique qui est passé de la compassion à une solidarité de classe. Donc, ils ont compris, dans le marxisme, nous on dit que c'est très important de désigner l'ennemi. Et là, heureusement, les manifestants, ils savaient qui était leur ennemi. Ils le touchaient du doigt. Et ça, c'est très important. Voilà la conclusion, une jolie conclusion. Merci beaucoup, Leïla. Je te remercie pour notre discussion. Tu es toujours une source d'informations très précieuses sur ce qui se passe au Moyen-Orient et dans le monde. Et, et bien sûr, tu prouves que les praxis est aussi un instrument formidable de connaître le monde. Comme disait Merci Karl beaucoup, Marx, chers camarades. les temps, ce n'est plus à l'expliquer, mais à le changer. Bien sûr, Mais, merci beaucoup. il faut espérer. Allez, bonne soirée. Bonsoir.